Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité et nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Nicole Niesotto, professeure titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé Pandémie, priorité aux vieux, point d'interrogation. Le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, ou Tavoyot, je n'ai jamais su comment on disait, j'espère le savoir à la fin de cette émission. Quoi qu'il en soit, Pierre-Henri Tavoyot y déclare, je cite, le seul risque véritable, c'est que les politiques prennent cette idée de guerre des générations au sérieux et s'engagent dans une politique de Robin des Bois qui enlèverait aux supposés favorisés pour donner aux prétendus maltraités. En réalité, chaque génération a de bonnes raisons de se croire victime de toutes les autres. Les personnes âgées sont furieuses de vivre dans une époque où la vieillesse est ennemie. Les jeunes sont en colère de rencontrer autant d'obstacles dans l'accès à l'autonomie à travers l'emploi ou le logement. Et les actifs peuvent se sentir écrasés par le double financement des études des jeunes et des retraites des vieux, alors qu'ils sont de moins en moins nombreux. Si on prenait cette analyse au sérieux, ça n'est pas une, mais de nombreuses guerres auxquelles nous devrions assister. Or, on ne voit pas cela. Ce qu'on constate, c'est que les vieux se préoccupent généralement des jeunes et du cheminement existentiel difficile auquel ils sont confrontés, et que les jeunes ne soutiennent pas l'idée d'une société affranchie des aînés, surtout quand ceux-ci sont leurs grands-parents. Nous avons mis en ligne mercredi dernier le Bada des échanges avec nos auditeurs qui ont suivi notre enregistrement en direct de dimanche dernier, dont les deux sujets étaient la question d'une réforme du système électoral et celle de l'opposition menée par Alexei Navalny en Russie. Nous poursuivrons mercredi prochain notre série consacrée au monde de la culture et à ses acteurs et à ses artisans par un entretien avec Nathanaël Karmitz autour de l'avenir du cinéma en salle. Mais intéressons-nous maintenant à ce sujet dont il est question dans le texte que je viens de citer, celui de la jeunesse. Dans son second rapport sur la pauvreté, publié le 26 novembre dernier, l'Observatoire des inégalités a relevé que la crise touche surtout les plus fragiles et notamment les jeunes adultes, 18-29 ans, qui ne vivent plus chez leurs parents. 22% d'entre eux figurent parmi les pauvres. La précarité étudiante s'est traduite notamment par le recours à l'aide alimentaire et depuis le 22 janvier, tous les étudiants boursiers ou non peuvent bénéficier de 2 repas par jour au tarif de 1 euro dans les restaurants universitaires. 58% des 18-24 ans sondés par Odoxa à la mi-novembre ont jugé le reconfinement difficile à vivre, contre 46% de l'ensemble des sondés. Les trois quarts des jeunes estimaient avoir, pendant cette période, subi un préjudice sur le plan des études, de l'emploi ou de la vie affective. Déjà, les dommages psychosociaux apparaissent et 7 étudiants sur 10 se déclarent inquiets pour leur santé mentale. Face à ce constat, le gouvernement a annoncé la création le 1er février d'un chèque psy afin de leur permettre de consulter sans avance de frais. La fermeture des universités impliquant des cours entièrement à distance épuise aussi bien les étudiants que les enseignants, qui craignent un décrochage massif de leurs élèves. Leur entrée dans la vie professionnelle est rendue plus difficile car les stages et les embauches sont majoritairement suspendus. En décembre, le taux de chômage des jeunes en France s'est établi au troisième trimestre à 21,8%, en hausse de 2,8% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Fin juillet, alors que le contingent annuel de quelques 750 000 jeunes, leurs études terminées, s'apprêtait à entrer sur le marché du travail, l'exécutif a lancé le plan Un jeune, une solution. Doté de plus de 7 milliards d'euros, il comprend plusieurs mesures destinées aux employeurs, aides à l'embauche de 4 000 euros pour des CDI ou des CDD de plus de 3 mois, primes de 5 000 ou 8 000 euros pour les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, bonus supplémentaires pour les embauches de jeunes issus des quartiers politiques de la ville. Le dispositif a été complété mi-novembre par un site internet, unjeune-une-solution.gouv.fr, donnant accès aux offres d'emploi et à l'ensemble des propositions d'accompagnement pour les jeunes. Objectif affiché, proposer 100 000 emplois fin janvier, émanant d'environ 1 millier d'entreprises.
La part des jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi ni en formation s'établit à 13,4%. C'est une diminution de 3,1 points après une augmentation de 3,6 points au deuxième trimestre. Sur cette question, Nicole Niesotto. Ce qu'on appelle la jeunesse, donc les 18-25 ans, recouvre en réalité des situations très différentes, voire très contradictoires. D'abord au niveau de l'image. Les jeunes aujourd'hui se répartissent en trois images. Ils sont soit privilégiés, soit coupables, soit victimes. Privilégiés parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est quand même la classe d'âge qui est la moins touchée par la maladie, ou si elle l'est de façon assez bénigne. Coupable parce que la jeunesse serait irresponsable et se promènerait sans masse dans les soirées, les rave parties, etc., etc. Et enfin victime parce que c'est, en gros, vous l'avez dit, la génération sinistrée du Covid, aussi bien dans ses études, dans ses amours, sa survie économique, son moral, son avenir, etc. Le président de la République, Emmanuel Macron, disait d'ailleurs dès juillet, il est dur aujourd'hui d'avoir 20 ans en 2020. Donc, on a ces trois images de la jeunesse, et d'ailleurs, l'image d'une jeunesse coupable est en train aussi de creuser une espèce d'affrontement générationnel dans notre pays. D'autre part, cette jeunesse, elle se divise aussi en statuts très différents. Il y a la grande masse des étudiants de l'université qui, eux, sont les vrais sinistrés de la crise pandémique, en particulier les étudiants de première année qui viennent d'avoir le bac. Ils sont 280 000 chaque année à rentrer en première année de fac. Ils ont les cours virtuels, ils ne connaissent pas, ils n'ont aucun rite universitaire, ils n'ont pas acquis des codes en présentiel, donc ils sont les plus perdus dans cet univers complètement virtuel, et ce sont eux qui ont le plus de risques de perdre un an d'études, de faire des dépressions, d'être désocialisés, etc. Mais il y a aussi, on les oublie souvent, les étudiants de classe prépa et de grandes écoles, classe prépa et de grandes écoles, qui eux sont parfaitement privilégiés, qui ne sont pas du tout une génération sacrifiée. Au contraire, et ils sont 85 000 dans ce cas-là, et je reviendrai tout à l'heure, c'est un peu la faille essentielle du système universitaire français, de l'enseignement supérieur en France, que cette distinction entre une élite hyper choyée, celle des classes prépa et des grandes écoles, et la grande masse des universités où les étudiants sont complètement abandonnés et déconsidérés. Et puis enfin, troisième catégorie, il y a les jeunes, non étudiants et non salariés, qui eux sont les doubles sinistrés du Covid, ils sont dans le rouge à tous les niveaux. Et donc là encore, ça fait des situations très différentes. La seule chose qui les réunit, c'est qu'ils sont devant un avenir économique sombre, voire très sombre. Vous l'avez dit, le taux de chômage en France, c'est 21,8% chez les jeunes. Alors, c'est moins qu'en Espagne, 40% chez les 15-25 ans en Espagne de chômage. En Grèce, 35%. En Italie, presque 30% de chômage. Mais c'est quand même beaucoup plus que dans la moyenne de la zone euro qui est à 18,5%. Et donc, on a un vrai défi dans cette classe d'âge pour l'avenir, tout simplement, à la fois de la société française et puis de la créativité française. Deuxièmement, quelle est la part du Covid dans ce sombre tableau si l'on exclut les 85 000 privilégiés des classes prépa? Je ne crois pas que la pandémie chamboule une situation qui aurait été autrement florissante, sans souci idéal, pas du tout. La Covid met simplement en lumière les difficultés qui sont celles de l'enseignement supérieur en France. Premièrement, une situation très inégalitaire, et depuis les héritiers de Bourdieu, les choses n'ont pas vraiment changé. Si vos parents ont un diplôme de l'enseignement supérieur, vous avez 3 chances sur 4 de réussir votre diplôme universitaire. Si ce n'est pas le cas, vous avez 1 chance sur 5 seulement de réussir vos études à l'université. Donc, une situation très inégalitaire que la Covid ne crée pas, mais qu'elle met en lumière. Deuxièmement, un enseignement supérieur en totale décomposition depuis des décennies, puisqu'on sait que seulement 40% des élèves inscrits en première année passent en deuxième année, ce qui fait 2/3 d'échecs, soit qui redoublent, soit qui quittent l'université. Il y a donc vraiment quelque chose qui cloche. Et les deux distorsions majeures dans l'enseignement supérieur, c'est cette distinction justement entre la petite élite d'excellence et la masse
délaissées et déconsidérées. Et la deuxième distorsion, c'est que ces filières universitaires sont la plupart du temps déconnectées complètement des besoins industriels et économiques du pays. Et donc, je crois que si le Covid n'est pas un déclencheur d'une réflexion plus générale du gouvernement sur une réforme profonde de l'enseignement supérieur, on est effectivement dans une situation catastrophique. Alors, je ne dis pas que la pandémie n'aggrave pas la situation, elle l'aggrave, mais elle ne crée pas les déséquilibres que l'on voit. Elle l'aggrave en termes de désocialisation. C'est vrai que les étudiants sont seuls devant leur écran avec le cortège de dépression, de solitude, etc. C'est vrai que l'enseignement virtuel favorise les enfants des classes supérieures, ne serait-ce que parce que la surface de l'appartement et la pratique numérique est plus développée là-bas. Et c'est vrai aussi que la pandémie, l'absence de petits boulots, l'absence de stages précarise ceux qui sont déjà précarisés par leur milieu économique. Dernier point, que penser de la politique gouvernementale et des réponses du gouvernement par rapport à cette situation? D'abord, on a vu, il y a eu un très grand retard à l'allumage. Même si le président a reconnu en juillet que les jeunes de 20 ans avaient rencontré un certain nombre de difficultés, en fait, ça n'est que très récemment que des mesures ont été prises pour essayer de pallier cette crise de la jeunesse française. L'ensemble de la politique au départ, depuis mars jusqu'à décembre, la priorité a été mise sur les écoles, les collèges et les lycées, pour des raisons que l'on peut comprendre, parce que ce sont essentiellement des raisons économiques. C'est ce qui permet aux parents d'aller travailler et de permettre une continuité de la vie économique de ce pays. Donc, un très grand retard à l'allumage, depuis un rattrapage assez massif, vous l'avez dit, avec énormément de mesures sociales, un repas 1 euro, un jour ouvert pour des cours en présentiel par semaine, des systèmes d'aide à l'emploi des jeunes avec un forcing sur l'apprentissage qui marche très bien d'ailleurs, puisqu'on a vu 440 000 contrats signés en 9 mois cette année, c'est donc tout à fait un record, mais un système extrêmement complexe entre la garantie jeunesse universelle, le RSA auquel ils n'ont pas droit s'ils ont moins de 25 ans, sauf s'ils sont chargés de famille, etc., etc. Donc on voit très bien que de la part du gouvernement, il manque une stratégie globale pour la jeunesse et en partie pour l'enseignement supérieur. Et ça, je crois que c'est très important. On a eu au début du mandat d'Emmanuel Macron un grand programme, une stratégie vraiment globale, pensée, réfléchie pour le niveau primaire, qui était effectivement essentiel. Et on n'a absolument pas la même chose au niveau, si je puis dire, final, au niveau universitaire. Et je crois que c'est vraiment une urgence que la Covid met en lumière. Lionel Zinsou. Moi, je suis frappé par la vogue extraordinaire de l'expression génération sacrifiée et par ce concept beaucoup trop large de la jeunesse qui, au fond, serait la principale victime ou la principale oubliée dans les réponses à la pandémie. Je suis tout à fait d'accord avec Nicole par le fait qu'il faut commencer par dire que du point de vue de la pandémie, la jeunesse est plus épargnée et que le vrai sujet, on l'a vu avec l'hécatombe dans les EHPAD, on l'a vu avec le fait que 90% des victimes de la pandémie ont plus de 65 ans. Moi, je suis frappé par le fait que la jeunesse n'est pas aujourd'hui du tout la génération sacrifiée. Pourquoi ? D'abord, ce n'est pas une génération. Le fait que nous ayons un an, puis peut-être une deuxième année de récession, de crise, ça ne constitue pas une génération. On pourrait dire que dans les guerres mondiales, vous avez des générations, une génération, chacune des guerres mondiales décimée, et que leur avenir a été complètement transformé par l'expérience de la guerre. Une crise économique, ça ne touche pas le temps d'une génération. C'est un moment faible qui, dans le cas français, est légèrement quand même atténué par le fait que sur le plan du revenu, il y a quand même du sens. Il se trouve que en Europe, et spécialement en France,
le revenu des familles n'a pas varié à la baisse, il est légèrement en progression en 2020. Donc, faire un tout petit peu attention, nous sommes dans un temps faible, mais aussi dans un temps court. Donc, il ne s'agit pas d'une génération, il s'agit de savoir quelle est la situation des divers groupes sociaux dans cette pandémie. Oui, il y a des inégalités, mais ce sont des inégalités qui, comme le dit Nicole, ont été mises en valeur, mises en lumière. La prise de conscience est très forte du fait de la pandémie. Ça n'est pas une génération, c'est un temps court. Et ça n'est pas un sacrifice. Ça n'est pas un sacrifice. Il faudrait qu'il y ait des gens qui, ce fut un métier dans l'Empire romain, dont le métier est de procéder à des sacrifices. Qui sacrifie qui? La réponse, Philippe, vous l'avez souligné, elle est quand même assez considérable de l'État dans le plan de relance qui a été mis en œuvre. Et moi, je trouve que cette expression empêche de penser. Elle empêche de voir aussi un certain nombre de données. Par exemple, en matière de sondage, qu'est-ce qu'on voit? L'opinion des jeunes. Donc, cette fois-ci, on prend la classe d'âge 18-25 ans. Elle est en train de plébisciter le président de la République. C'est-à-dire qu'à un moment du quinquennat où, en général, les présidents sont faibles, on voit que près de 50% dans cette classe d'âge approuvent la politique du gouvernement. C'est plus que la moyenne et c'est un niveau objectivement élevé. C'est surprenant s'il y avait une impression que collectivement, on était en train de procéder à des sacrifices. Quand on demande à cette génération, cette année, ce qu'ils pensent de l'avenir, moi je n'accepte pas l'idée que leur avenir est sombre. Il est évident que nous avons des sujets, d'ailleurs peut-être les sujets climatiques sont-ils plus importants d'une certaine manière que les sujets économiques, mais enfin on a exactement les mêmes chiffres qu'avant la pandémie en ce qui concerne l'optimisme sur l'avenir de la condition de chacun, c'est-à-dire avec près des 2/3 qui sont optimistes sur l'avenir. Mais surtout, ça n'a pas varié par rapport à 2019. Donc, ce concept-là de génération sacrifiée empêche de regarder un certain nombre de données qui vont contre cette évidence. Parce que moi, je ne crois pas que nous soyons dans une situation et dans un pays de lutte des classes d'âge. Je pense qu'il faut revenir à des choses, excusez-moi d'être marxiste quelques instants, sur les vraies luttes de classe. Ce qui est frappant, la précarité citoyenne. Et ça ne concerne pas que leurs enfants, ça concerne les familles, ça concerne leur accès à l'éducation, ça concerne l'accès aux soins. C'est vrai que les jeunes recourent moins aux soins que le reste de la population et probablement d'une certaine manière un petit peu moins que dans le passé récent. Mais ça, ce n'est pas une question de classe d'âge, c'est une question de classe. Il faut bien voir que dans cette pandémie, on voit combien les plus vulnérables sont les précaires, les gens en extrême pauvreté, quel que soit leur âge. On voit très bien que le logement social, qui a décliné en nombre de logements produits et qui, assez spectaculairement, en 2020 et malheureusement pour 2021 et 2022, va se réduire considérablement parce qu'on n'a pas fait de politique de logement dans le plan de relance. Cherchez le logement dans le plan de relance, vous ne le trouverez pas. Il y a des gens pour penser qu'il y a suffisamment de logements en France, mais non, il y a un problème de mal logés. Mais les mal logés sont aussi les jeunes des classes populaires, mais ce sont les classes populaires de façon globale. Il faut faire très attention sur ces sujets de précarité, de ne pas mettre en avant la jeunesse, et notamment la jeunesse étudiante. C'est curieux parce qu'une des polémiques habituelles, c'est de dire qu'en France, l'éducation supérieure étant gratuite, ce qui est quand même quasi gratuite, ce qui est quand même un élément important, parce que ça nous différencie d'énormément de sociétés, y compris tout à fait libérales, tout à fait démocratiques. La polémique habituelle, c'est de dire, dans la mesure où les étudiants appartiennent à des classes privilégiées par rapport à la moyenne nationale, le financement de l'enseignement supérieur est un transfert du contribuable moyen et en fait des riches, parce que la base, c'est une base de 50% de la population qui a des revenus plus élevés, vers
un transfert des pauvres vers les riches. C'est-à-dire que vous avez effectivement une sélectivité et une inégalité essentielle de l'accès à l'enseignement supérieur, et on a un transfert massif des pauvres vers les riches à travers l'enseignement supérieur. Ça, c'est un vrai sujet d'inégalité, mais la conclusion, ce serait de dire il faut faire comme aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne, il faut avoir une éducation payante, il faut des prêts étudiants, il faut endetter cette jeunesse, et ce n'est pas la réponse française. Donc, les étudiants ne sont pas les précaires, les plus précaires, non, ça se passe au niveau des classes et non pas du tout au niveau des classes d'âge. Et il faut mettre l'accent effectivement sur le RSA des jeunes, parce que les familles au RSA, au fond, elles ont besoin aussi que leurs jeunes, plus tôt dans leur cycle de vie, aient accès à un revenu dès qu'ils deviennent autonomes. Or, ils n'y atteignent qu'à 25 ans. Mais c'est la problématique générale du revenu minimum s'agissant de l'ensemble des classes et pas des classes d'âge, et faire très attention de ne pas se réfugier vers un faux problème. Et j'approuve ce qui est dit dans le journal Le 1, il faut faire très attention que les politiques ne se mettent pas à croire que nous sommes dans une société de lutte des classes d'âge. En revanche, on est bien dans une situation où il y a un angle mort sur les plus pauvres et les plus précaires, dont les jeunes, et notamment dont les jeunes qui sont la troisième génération des gens sans emploi, des gens avec des problèmes de revenus, des gens qui se réfugient, doivent se réfugier dans des revenus de trafic et autres, et des petits boulots extrêmement précaires. Mais ceci est une question qui est vraiment fondamentale, qui vraiment doit être traitée par les gouvernements et qui ne concerne pas les classes d'âge. Béatrice Gibel. Bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Lionel sur le fait qu'on ne peut pas parler de génération sacrifiée. Le terme de génération, je suis d'accord avec lui, est excessif. Mais c'est l'idée d'être sacrifié pour protéger des personnes très âgées qui ont eu leur vie, eh bien, il faut réduire considérablement la vie sociale, les contacts à l'université, alors qu'eux ne sont pas effectivement menacés véritablement par la maladie. C'est en ce sens-là qu'on parle de génération sacrifiée, pas au sens du sacrifice comme Lionel l'a évoqué. Alors, c'est peut-être un terme excessif, oui, sans doute, et je suis d'accord avec lui, il y a un problème non pas de guerre de génération, je ne pense pas, parce que les personnes âgées sont très soucieuses de l'avenir de leurs petits-enfants, en fait, et participent beaucoup dans la mesure de leurs moyens pour les aider, et je pense que les petits-enfants sont très soucieux de la santé de leurs grands-parents. Donc, je ne vois pas non plus de guerre, on va dire, générationnelle. En fait, moi, je pense que ce à quoi la pandémie a pu servir, c'est à être un révélateur d'une situation qui était connue déjà par un certain nombre d'observateurs, mais qui avait tendance à être, j'allais dire, négligée par une partie du personnel politique et par une grande partie de l'opinion publique. On était conscient de la précarité des jeunes sans formation, des jeunes au chômage, du problème que ça posait qu'il n'y ait pas de RSA ou d'aide possible entre 18 ans et 25 ans. Mais ce qu'on a pris vraiment de plein fouet, c'est la grande précarité des étudiants, de ceux qui sont en formation. Et je crois que ça tient à notre système. Je pense que Nicole a bien fait de bien distinguer ce qui est, au fond, un groupe privilégié des classes prépa et de ceux qui sont en école, les 85 000 privilégiés, par rapport à la très grande masse des plusieurs centaines de milliers d'étudiants. Oui, les écoles, l'université peut être considérée comme gratuite, c'est vrai, à ceci près que quand il faut se loger, qu'il faut se nourrir, qu'il faut acheter un ordinateur, tout ça coûte pas mal et que les parents, avec un salaire médian à 1 700 € ne peuvent pas aider leurs enfants dans leurs études. Or, dans le système français, on pense que c'est à la famille de supporter la formation de ces enfants, ce qui est évidemment tout à fait possible dans les familles à des revenus confortables, ce qui devient impossible dans des familles à faible revenu. Et que je pense que le système, il n'est pas seulement dans la critique de
l'université qui produit un gâchis avec effectivement 40% de première année qui vont pas passer en deuxième année, au mieux ils vont doubler ou ils vont décrocher. Je pense que cette illusion qui date de Chevènement de 80% d'une classe d'âge au bac et qui devait aller sur des études, sans avoir pensé aux filières adaptées sur des bacs pro, elles étaient pensées pour les IUT, les BTS, mais elles ont été dévoyées complètement de leur objectif, fait que se retrouvent à l'université toute une série de jeunes étudiants qui ne sont pas préparés véritablement au type d'études qu'ils vont faire. Premier point. Le deuxième point, c'est que la très forte, j'allais dire, désindustrialisation française et au fond, mépris pour ce qui est le travail manuel dans ce pays où seul le diplôme est véritablement valorisé, a conduit beaucoup de jeunes dans des impasses et dans des métiers qu'ils n'aiment pas forcément, et surtout absolument pas aller vers des métiers où ils pourraient s'épanouir, parce que ce sont des métiers qui sont méprisés et qui sont dévalorisés. Je crois que c'est un problème grave dans le système français. Et le troisième point qui me semble important, c'est qu'on a eu une augmentation très régulière du nombre d'étudiants, simplement pour des raisons démographiques, sans qu'on ait vu les moyens de l'enseignement supérieur accompagner cette très forte augmentation de plusieurs milliers et parfois dizaines de milliers d'étudiants chaque année. Et donc, on ne peut pas demander à l'université de résoudre tous les problèmes extrêmement compliqués. Je pense qu'elle a fait énormément de progrès dans l'encadrement de ces premières années. Si je compare quand moi j'ai fait mes études, mais moi quand j'ai fait mes études, c'était 20% d'une classe d'âge qui allait à l'université et avec des enfants de la bourgeoisie. Donc, on avait l'école et on savait se débrouiller. Et j'ai enseigné en Seine-Saint-Denis pendant 30 ans à l'université et j'ai vu ce que c'était que d'aider des jeunes mal orientés, qui n'avaient rien à faire dans les disciplines dans lesquelles ils étaient et prendre une certaine désillusion, amertume, qui me semble un problème extrêmement sérieux. Il faut véritablement repenser non seulement ce qui se passe à l'université, mais peut-être aussi ce qui se passe au niveau des lycées, parce que les impasses dans lesquelles on met un grand nombre d'étudiants dont on mesure la précarité et la fragilité aujourd'hui est un problème, à mon avis, extrêmement sérieux et grave. François Bujon de l'Étang. Bon, il y a, dans ce qui vient d'être dit par Béatrice et ce qui avait été dit auparavant par Lionel Zinzou, beaucoup de choses qui sont, je dirais, de nature chronique ou endémique, qui ne sont pas directement liées à la pandémie de Covid. Si on recentre le sujet sur le thème des jeunes et de l'épidémie de Covid, je crois qu'il faut s'attarder sur l'aspect humain plus que sur les aspects statistiques, par exemple, ou de législation sociale. Je m'explique. Les jeunes, aujourd'hui, sont une victime collatérale de la crise du coronavirus. Ce n'est pas eux qui en sont les principales victimes sur le plan de la maladie. On l'a dit, d'ailleurs, Nicole l'a dit, les jeunes sont beaucoup moins touchés que d'autres. Et s'ils sont victimes, c'est de façon collatérale, parce qu'en réalité, ils sont bien davantage victimes des mesures prises pour endiguer la crise sanitaire que de la crise sanitaire elle-même. Ils sont victimes en réalité des mesures d'urgence qui ont été prises, du confinement, de la décision de ne faire des études qu'en distanciel, comme on dit dans l'horrible jargon actuel, et ils sont atteints de diverses façons. D'abord dans les études et dans la formation, parce qu'effectivement, à l'université, ils sont obligés de suivre à distance ce qu'ils peuvent suivre de cours et que ce ne sont pas des conditions normales pour mener des études, bien entendu. Ce sont des conditions très pénalisantes et très pénalisantes sur le plan affectif, entre autres. Donc, et ça vaut pour la formation d'une façon générale, en dehors même des universités. Ils sont pénalisés pour l'accès au marché du travail, ça va de soi, puisque les chiffres de l'emploi des jeunes étaient ce qu'ils étaient avant le début de la pandémie, et ils n'étaient pas bons. Mais effectivement, aujourd'hui, si vous sortez d'une école ou d'une faculté avec un diplôme et que vous accédez au marché du travail, les conditions d'accès au marché du travail sont encore évidemment beaucoup plus difficiles qu'en temps normal. Si vous êtes un étudiant dans je ne sais quelle école de commerce en fin d'études, il est pratiquement impossible de trouver un stage de fin d'études ou de trouver un CDD.
Donc, ils sont atteints dans leurs études et dans leur formation, ils sont atteints dans l'accès au marché du travail. Et il y a en outre tout ce qu'on appelle en effet les dommages psychosociaux. Ils sont atteints dans leur mode de vie, car effectivement, les jeunes sont particulièrement dépendants de la vie sociale. Ils sont à un âge qui n'est peut-être pas le plus bel âge de la vie, contrairement aux clichés trop répandus, mais qui est certainement le plus important du point de vue des années de formation. Or, leur vie sociale, leur vie culturelle, leur vie sentimentale est évidemment ruinée par la distanciation physique, par le confinement, par le couvre-feu, par tout ce que vous voudrez. Plus de voyages, plus de rencontres, plus de contacts entre étudiants, si vous parlez des étudiants, ou entre étudiants et enseignants, ce qui est évidemment beaucoup plus grave pour la qualité des études. C'est de cette façon qu'ils sont touchés très largement dans leur mode de vie. Alors, cela dit, il faut en effet relativiser. Ce n'est pas la fin du monde. Quand M. Macron dit « c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 », il a raison, je ne vais pas le contredire. C'est effectivement difficile d'avoir 20 ans aujourd'hui en période de pandémie. Mais on n'a pas attendu le Covid pour que Paul Nizan commence son roman célèbre Aden Arabi par l'incipit lui-même célèbre « J'avais 20 ans, je ne permettrai à personne de dire que c'est le plus bel âge de la vie ». On a beaucoup de problèmes à cet âge-là. Et on n'a pas forcément plus de problèmes en 2020 qu'on en a eu à d'autres époques de l'histoire. Avoir 20 ans en 14 et devoir y aller en pantalon Garance, ça ne devait pas être formidable quand même. Avoir 20 ans en 1942 et avoir le choix entre le STO ou la résistance, c'était pas facile non plus. Et avoir 20 ans en 58 ou 59 pour être mobilisé et aller dans les Aurès, c'était pas non plus formidable. Et dans les périodes de crise économique, bien entendu, il y en a eu bien d'autres auparavant, c'est toujours très très difficile lorsqu'il y a une crise économique, lorsqu'il y a une récession, lorsqu'il y a un marché du travail difficile. Donc il faut, je crois, remettre tout ça en perspective. Mais je crois que plutôt que de se contenter de s'apitoyer ou de déplorer des problèmes qui sont effectivement endémiques en France et qu'on ne sait pas comment résoudre, il faut voir ce qu'on peut faire en s'appuyant sur des quantités de choses positives. Moi, je suis frappé de ce que disent beaucoup de sociologues sur ce qu'ils trouvent de résilience dans la jeunesse actuelle, de dynamisme qui reste intact et même souvent d'ingéniosité pour essayer de s'en tirer. Il faut, c'est évident, redonner vie au système universitaire et si vraiment nous atteignons un plateau dans l'épidémie qui nous permet de ne pas avoir à faire face à un nouveau confinement, il faut très sérieusement réfléchir à la réouverture des universités, car je ne suis pas convaincu que l'université soit un des pires foyers de propagation, et en prenant un certain nombre de mesures réfléchies, on doit pouvoir rouvrir les universités et permettre aux étudiants de retrouver une vie plus normale. Il faut évidemment donner de l'air à la vie culturelle, parce que c'est capital. Roselyne Bachelot s'y emploie en concertation avec beaucoup de membres du monde culturel, mais la musique, les arts vivants, tout ceci est très très important pour le moral de nos jeunes. Et il faut évidemment travailler à améliorer l'accès au marché de l'emploi, et ce qui a été fait ces derniers temps avec le plan Un jeune, une solution, avec le système de garantie des jeunes, avec effectivement l'apprentissage et l'apprentissage en alternance qui pour l'instant rencontre plutôt plus de succès qu'au cours des années précédentes, est prometteur. Je crois que ce sont ça les priorités à court terme, indépendamment des solutions à apporter à des problèmes endémiques. Nicole Niesato. Oui, alors François Buchon de l'Étang vient de dire la première remarque que je voulais faire sur la nécessité de relativiser le malheur des jeunes. Un an dans la vie de 18 à 19 ou de 20 à 21, c'est très long quand on est jeune, mais perdre un an, ça n'est pas perdre sa vie. Et je crois que ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point on est rentré dans une société compassionnelle, c'est-à-dire une société où la compassion vis-à-vis de ce malheur de cette génération prend la place souvent de l'analyse. Et ça, je crois qu'il faut quand même relativiser. On ne peut pas à la fois demander à la société d'être résiliente si on passe son temps à s'apitoyer sur des choses qui sont quand même d'une gravité relative. Je rappelle que les jeunes ne meurent pas
de la Covid. Cela étant dit, je voudrais juste faire une remarque par rapport à ce qu'a dit Lionel Zinsou. Je ne suis pas totalement d'accord avec son analyse des classes. Bien évidemment, quand on est issu d'un milieu modeste, l'accès à l'université est beaucoup plus difficile et la précarité aussi bien pour les petits boulots que pour le suivi de cours à distance, la précarité est beaucoup plus grande. Mais le problème de l'université, ce n'est pas le problème de la précarité. Autrement dit, il n'y a pas que des précaires à l'université. 95% des classes moyennes, des enfants des classes moyennes, y compris supérieures, vont à l'université. Et la part de ceux qui vont dans les prépas est extrêmement réduite. Et donc, il y a quand même un problème qui n'a rien à voir avec la lutte des classes, qui est le délitement, presque l'effondrement de l'enseignement supérieur dans notre pays. Il suffit de voir le classement des universités françaises dans les classements internationaux pour s'apercevoir qu'il y a un problème sui generis. Et là, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Béatrice. Une grande part de responsabilité, indépendamment de ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le décalage, le découplage entre l'université et le monde professionnel, il y a aussi l'absence totale d'orientation des étudiants. Totale. Il suffit de voir tout le discours qui était fait juste avant le Covid sur le fait que chaque étudiant doit pouvoir étudier ce qui lui fait plaisir. Non, ça n'est pas conforme aux réalités économiques de ce pays. Moi, j'aurais voulu faire de la physique nucléaire, je n'étais pas capable de le faire et on m'a dit non, tu n'es pas capable, tu ne seras pas inscrite en physique. Or ça, ce minimum d'orientation aujourd'hui des étudiants, non pas en fonction de leur goût, pas seulement en fonction de leur goût, mais en fonction des débouchés professionnels qu'ils pourraient trouver à la fin de leur cursus, cette orientation, elle n'est pas faite et je crois vraiment qu'il y a urgence en la demeure. Moi, je souhaite que M. Blanquer, qui a beaucoup fait pour le primaire, s'attaque maintenant à une stratégie globale de réforme de l'enseignement supérieur, avec les syndicats s'ils veulent jouer le rôle et sans les syndicats s'ils continuent à faire les grèves comme on l'a vu hier, par exemple, pour l'enseignement supérieur où il y a quelque chose. Lionel Zinsou. Oui, moi je voudrais rappeler que nous sommes 3 sur 4 aujourd'hui à être des enseignants, et notamment des enseignants du supérieur. D'où, Philippe, le besoin qui me semble urgent de faire une émission sur le délitement de l'enseignement supérieur, parce que ça a l'air de nous préoccuper tous. Mais ça n'a pas grand rapport, franchement, avec la pandémie. Le délitement de l'enseignement supérieur, où la difficulté de recevoir 2 700 000 étudiants avec une progression qui est devenue très importante dans les dernières années, après des années de stabilité entre 2000 et 2012, on a une accélération partout, d'ailleurs, sauf dans les classes préparatoires, qui baissent, et sauf tout à fait au niveau du doctorat, qui baisse aussi, mais on a effectivement un phénomène de masse pour lequel on n'a pas forcément les infrastructures et les moyens. Mais ça, c'est quand même un sujet qui est très détaché. Je comprends qu'il nous occupe beaucoup, que nous en soyons des témoins privilégiés, que nous en ayons dans notre vécu personnel, que nous en ayons évidemment une très grande conscience. Mais c'est quand même un autre sujet. Le sujet à l'université, c'est quand même le fait qu'il y a une sous-représentation spectaculaire des classes populaires et une surreprésentation très importante des enfants de cadres, professions intellectuelles, et dans les formations d'excellence, une surreprésentation exceptionnelle de nos enfants, c'est-à-dire des enfants d'enseignants. Mais ça, c'est quand même un sujet qui est en voie de, je suis tout à fait d'accord, d'aggravation, mais qui est un sujet de longue période. Deuxième chose, peut-être ne sommes pas non plus tout à fait représentatifs par notre âge, parce que franchement, le distanciel, comme on dit de nos jours, est quelque chose qui fonctionne du point de vue de l'efficacité de l'enseignement. Il ne faut pas décrire le présentiel comme la seule modalité. Les universités américaines, vous avez vu, sont plusieurs à avoir décidé qu'elles resteraient, en utilisant des moyens numériques, plutôt en distanciel qu'en présentiel après la pandémie. Pourquoi ? Parce que on a observé et mesuré dans les universités américaines que les résultats obtenus aux examens
entre deux populations, celles qui ont suivi les cours en présentiel et celles qui l'ont fait à distance, montre que les gens qui l'ont fait à distance ont de meilleurs résultats aux examens. Donc, c'est quand même pas noir et blanc. C'est quand même les moyens numériques au service de l'enseignement. C'est une façon d'en abaisser les coûts, mais aussi d'en augmenter la qualité. Et puis, moi, je trouve vraiment qu'aujourd'hui, franchement, le président de la République aurait dû dire qu'on ne souhaite à personne d'avoir 65 ans. Et c'est ça le sujet, c'est pas 20 ans. Et François a eu tout à fait raison de dire que la surmortalité des guerres, c'est la surmortalité des générations sacrifiées, c'est-à-dire des jeunes. Aujourd'hui, la surmortalité en France de 10%, elle est concentrée au-dessus de 75 ans. Donc il faut quand même avoir en tête un tout petit peu en perspective le fait que ce thème de la génération sacrifiée nous empêche de traiter le vrai thème, ou les vrais thèmes, un peu intemporels. L'enseignement supérieur français décroche, oui, c'est clair, mais ça, c'est un problème de fond. Et il y a des familles précaires qui ont des enfants précaires qui deviennent parfois, par chance, des étudiants, et là, ils sont à nouveau des étudiants précaires. Et c'est donc le problème de la pauvreté qu'il faut traiter et pas le problème de la classe d'âge. Merci. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à ces pays dans lesquels les gouvernements sont actifs contre leur peuple. Le coup d'État militaire qui s'est déroulé en Birmanie le 1er février s'est traduit par l'arrestation d'Aung San Suu Kyi, qui dirigeait le pays depuis 2016 avec les militaires, ainsi que par l'arrestation de très nombreuses figures de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, des gens de la société civile et des minorités. Les militaires, qui ont de longue date mis le pays en coupe réglée et contrôlent tous les marchés lucratifs, ont justifié leur coup d'État par des accusations non étayées de fraude massive lors des élections législatives de novembre dernier, largement remportées par la Ligue nationale pour la démocratie. Ils ont décrété l'état d'urgence d'1 an jusqu'à l'organisation d'un nouveau scrutin. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue à Rangoon, la capitale économique. La loi martiale a été décrétée dans plusieurs quartiers de Rangoon et de Mandalay, la deuxième ville du pays. Les manifestations et les rassemblements de plus de 5 personnes sont désormais interdits et un couvre-feu est instauré. L'auteur du coup d'État, le général Min Aung Hlaing, est le responsable de l'épuration ethnique déclenchée en 2017 contre les musulmans rohingyas qui avait provoqué 10 000 morts et plus de 750 000 exilés au Bangladesh. Condamné par Washington, le coup d'État birman est qualifié par la Chine de remaniement ministériel. La Chine, précisément, où plus d'1 million de personnes seraient détenues au Xinjiang, à l'extrême ouest du pays, alors que Pékin a engagé depuis 2016 une répression contre la minorité turcophone et musulmane des Ouïghours. Depuis 3 ans, des chercheurs et des lanceurs d'alerte ont apporté des preuves de l'existence des camps de rééducation. La Chine s'obstine à parler d'écoles ou de centres de formation destinés à fournir un emploi à la population et donc à l'éloigner de l'extrémisme religieux. Autre foyer de contestation du pouvoir chinois à Hong Kong, où à partir de mars 2019, d'immenses manifestations pro-démocratie ont secoué le territoire semi-autonome. Pékin a imposé en juin 2020 une loi sur la sécurité nationale draconienne pour mettre fin à la contestation. Le Parlement européen a averti qu'il tiendrait compte, je cite, de la situation des droits de l'homme en Chine, y compris à Hong Kong, lorsqu'il sera invité à approuver l'accord d'investissement Chine-Union européenne signé fin décembre. En Biélorussie, Alexandre Loukachenko fait face depuis l'été 2020 à des manifestations de rue qui contestent sa réélection avec un score de 80%. En Algérie, enfin, loin des aspirations des manifestants qui revendiquent un état de droit depuis février 2019, c'est l'armée, la faiseuse de roi, qui a imposé une succession sur fond de répression des activistes du Hirak du mouvement. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Alors, Philippe, effectivement, il faut se pencher sur la Birmanie parce que c'est le sujet chaud et le sujet nouveau, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échos dans le monde à cette situation. La Birmanie est intéressante à un double titre. Le premier, c'est par sa position géographique. C'est quand même un pays qui a, je sais pas, entre 55 et 60 millions d'habitants, qui touche à la fois au monde chinois et au monde indien, et qui est la charnière parfaite, effectivement, entre ces deux mastodontes que sont les deux pays. C'est donc un pays qui a une position extrêmement charnière et une position géopolitique tout à fait critique et essentielle. Les Japonais ne s'y étaient pas trompés d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale en y faisant partie une grande partie de
effort de guerre. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle le cas birman est particulièrement intéressant. Mais la seconde raison, c'est que c'était un pays qui avait été complètement dominé et même mis en coupe réglée par sa propre armée, par le système militaire, qui a quand même détenu le pouvoir pendant à peu près 50 ans, grosso modo, de 1962 à 2010, en appauvrissant considérablement le pays et en tenant en main tous les leviers économiques. Or, ce pays avait suscité des espoirs en s'ouvrant à partir de 2010 à peu près, et grâce à l'extraordinaire personnalité de Madame Aung San Suu Kyi, qui est la fille du fondateur de la Birmanie, le général Aung San, lui-même un militaire d'ailleurs. Ce régime s'était ouvert depuis 2010 et surtout depuis les élections qui avaient eu lieu en 2015 et qui avaient amené enfin un gouvernement civil, bien que les militaires se soient arrangés à travers la Constitution de 2008 pour garder en main des quantités de leviers de pouvoir. Il est notamment inscrit dans la Constitution qu'ils détiendront 25%, qu'ils détiennent 25% des sièges à l'Assemblée nationale, à la Chambre basse, et qu'ils contrôlent les ministères de la Défense, de l'Intérieur et des frontières. Autant dire qu'ils ont les leviers nécessaires. Alors, ce qui a provoqué certainement, c'est l'avis de la plupart des analystes sérieux, le coup d'État du début de ce mois, c'est que les nouvelles élections législatives qui ont eu lieu au mois de novembre dernier ont amené une immense victoire des partisans de Mme Aung San Suu Kyi, puisqu'ils ont eu 82, ils ont emporté grosso modo 82% des sièges au Parlement, et que plusieurs de leurs chefs et de leurs leaders parlaient de réviser la Constitution de 2008, ce qui voudrait dire évidemment d'abolir les privilèges qui permettent aux militaires d'avoir de véritables garanties sur le maintien de leurs acquis. C'est cela qui les a amenés à entrer en jeu et à déclarer ces élections frauduleuses avec à peu près le même degré de véracité que les accusations de M. Trump envers la dernière élection présidentielle américaine. L'élection n'était pas frauduleuse, c'était une élection assez libre, autant qu'elle peut l'être dans un pays où beaucoup de personnages, beaucoup de membres, j'allais dire de citoyens, n'ont pas en réalité le droit de vote ou ne votent pas. Alors voilà, c'est ça, je crois, qui est intéressant. Alors maintenant, nous avons une situation qui est celle que Philippe, vous avez décrite dans votre introduction. Nous avons la loi martiale, nous avons un état d'urgence pendant 1 an avec une vague promesse d'élection au bout d'1 an. Nous avons des manifestations massives dans la rue, qui sont des manifestations pacifiques d'ailleurs, avec un appel de la part des manifestants à faire de la désobéissance civile et à n'utiliser que des moyens pacifiques pour manifester leur refus de cette nouvel état de choses, et des appels à la grève générale qui sont suivis assez largement mais inégalement selon les jours. Alors, quelle est l'hypothèse la plus probable dans ces conditions? L'hypothèse la plus probable, malheureusement, c'est la répression. C'est que les militaires se raidissent dans leur position actuelle. Et si on regarde effectivement ce qui s'est passé au cours de l'histoire de la Birmanie, les militaires ont toujours choisi la répression. Et il y a eu précédemment, je ne vais pas entrer dans le détail, mais des bains de sang véritables lors de manifestations de ce type. Ce qui est à craindre, c'est donc cela, c'est le durcissement et c'est le recours à une répression qui fasse tirer non plus avec des balles en caoutchouc, mais avec des balles réelles, ce que l'armée birmane est habituée à faire d'habitude. Alors, internationalement, bien entendu, il y a eu une batterie de protestations, il y a même eu une réunion du Conseil de sécurité qui, exceptionnellement, il faut le souligner, n'a pas été marquée par l'usage du veto que la Chine et la Russie ont malheureusement trop coutume d'utiliser, mais d'une façon générale, la Chine a une attitude très très ambiguë, son poids sur la Birmanie est considérable, elle ne sera pas forcément à l'aise avec le retour des militaires, qui souvent font preuve d'un nationalisme très ombrageux et qui, par exemple, il y a une dizaine d'années, avaient annulé un projet de barrage chinois très aux grandes dames de Pékin. Mais la Chine veut la stabilité avant tout, elle verra comment elle peut agir en fonction de l'évolution de la situation. Ce qui est évidemment triste, c'est qu'on voit une armée qui s'est mise en campagne littéralement contre son peuple. Et ce que l'on voit dans d'autres pays, que vous avez brièvement mentionné, Philippe, n'incite pas beaucoup à l'optimisme. Parce que dans la plupart des pays que vous avez cités, on assiste effectivement à des manifestations massives, souvent avec des centaines ou des millions de manifestants, comme en Biélorussie par exemple, sans que le gouvernement en cause, qui sont l'objet de ces protestations,
et céder quoi que ce soit. En Biélorussie, à Minsk, M. Loukachenko, qui lui avait manifestement complètement trafiqué tous les chiffres de l'élection, est toujours en place avec l'aide de ses forces de sécurité renforcées par la Russie et ne donne pas signe du moindre assouplissement, bien que nous ayons déjà derrière nous plus de 6 mois de manifestations qui sont évidemment pour l'instant ralenties par l'hiver. En Russie, après l'arrestation de M. Navalny, faute d'avoir réussi à l'empoisonner, le pouvoir russe n'a pas l'air de beaucoup reculer non plus devant les manifestations de rue. Et en Algérie, puisqu'il faut bien parler de l'Algérie, nous avons eu au printemps dernier ce phénomène extraordinaire qui était le Irak, c'est comme ça que les Algériens l'ont baptisé, c'est-à-dire une mobilisation massive et pacifique tous les vendredis de la jeunesse du pays contre un système totalement sclérosé qui a fini par imposer sa propre sortie de crise avec une nouvelle constitution, une nouvelle élection qui reproduit presque à l'identique le régime de Bouteflika contre lequel s'étaient soulevés tous les étudiants. Donc des mois de protestation pacifique de la jeunesse algérienne n'ont abouti à aucun résultat. Les Biélorusses n'arrivent à rien, les Hongkongais sont écrasés par les Chinois et nous avons effectivement un grand nombre d'exemples dans lesquels la jeunesse se soulève, mais malgré sa soif de retour à la démocratie, elle se heurte à l'obstination de régimes autoritaires ou totalitaires qui ne veulent céder en rien devant les appétits de leur population. Béatrice Gibel. Oui, effectivement, pour l'instant, ils ne gagnent rien. Ça ne veut pas dire que ces soulèvements seront à jamais condamnés. Et je crois que c'est important de garder, j'allais dire d'une certaine façon, espoir et confiance, même si je les trouve d'un courage exemplaire, ces manifestants biélorusses ou ces manifestants birmans aujourd'hui, ou ces manifestants en Algérie. Ce que je constate, c'est même s'ils perdent, il y a une dignité retrouvée et il y a, je crois, une énergie qui ne va pas se perdre définitivement. Et c'est toujours les masses très nombreuses dans les rues qui empêchent au fond l'armée ou la police une répression qui est déjà très puissante, mais de l'être encore plus. La masse des manifestants est importante. Mais je voudrais revenir sur la Birmanie, parce qu'effectivement, si on peut avoir des points communs dans toutes ces situations, ce ne sont bien évidemment quand même que des situations spécifiques et particulières. Et dans le cas de la Birmanie, on peut se demander, mais pourquoi l'armée, au fond, est-elle intervenue certains parlent de coup de force et non de coup d'État, en disant, bon, ils n'ont pas touché aux institutions véritablement, donc parlons de coup de force. Mais ils avaient effectivement, comme François Bujon l'a rappelé, ils détenaient les 3 ministères les plus importants, la Défense, où Philippe les a cités, la Défense, l'Intérieur, les Frontières. Un quart des sièges leur sont réservés, même sans avoir besoin d'être élus, et donc un contrôle. Et au fond, ils pouvaient se dire, attendons un peu les dissensions internes du pouvoir du Parti de la démocratie qui n'aurait sans doute pas manqué d'arriver, et ils tireront leur épingle du jeu. Or, je crois que le leader actuel, le général Min Aung Hlaing, a été à la fois humilié, puisqu'il faut rappeler que c'est le parti d'Aung San Suu Kyi qui a eu 82% des voix et l'armée n'en a eu que 7% à ces élections, ce qui pour effectivement une humiliation en était une, qu'il voulait prendre sa retraite, qu'il ne voulait pas prendre sa retraite et qu'il était arrivé à l'âge de la prendre et qu'il devait la prendre, donc c'était une façon aussi pour lui de se prémunir. Tous les avantages économiques que l'armée détient dans une économie mise en coupe réglée avec de très gros conglomérats où ils contrôlent tout, c'est un peu quelque chose de comparable avec l'armée iranienne, si vous voulez, à des degrés de corruption absolument faramineux, mais l'armée se voit comme étant la garante de l'unité de la nation de la Birmanie. Car c'est une des caractéristiques de la Birmanie, non seulement de sa position charnière, comme l'a rappelé François, mais aussi de sa composition multiethnique avec un grand nombre de minorités, on pourrait en compter jusqu'à 135, et qui a connu depuis son indépendance des guerres civiles ethniques extrêmement importantes,
Il y en a eu jusqu'à plus de 15. Il y en aurait encore actuellement 6 qui seraient très actives. Et dans le projet politique d'Aung San Suu Kyi et de ses alliés, c'était l'idée qu'il fallait peut-être faire évoluer la Constitution vers un État fédéral, ce qui est demandé depuis très très longtemps par justement ces minorités, ce à quoi l'armée s'oppose, mais alors vraiment avec une violence et une capacité de répression très 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 puissante. J'ajoute à ça, on a beaucoup reproché à Aung San Suu Kyi d'avoir laissé l'armée, on a même parlé de génocide, à propos des Rohingyas, qui sont les musulmans et qui appartiennent effectivement à une autre ethnie, d'un État qui est avec des velléités d'autonomie de séparatisme, qui est l'État Arakan. Et il faut bien être conscient que dans la représentation de la majorité de l'ethnie birmane, qui est l'ethnie qui est Bamar, ils se sentent profondément supérieurs à tous les autres. Et c'est un nationalisme, en particulier au sein de l'armée, raciste et xénophobe. C'est absolument incontestable. Et ce qui, moi, m'intéresse beaucoup dans ce qu'on voit, c'est comment cette jeunesse, parce que ce sont des militants très jeunes qu'on voit sur les images, il y en a sans doute d'autres, qui, eux, en 20 ans, en 22 ans, et d'une certaine façon, ont vécu le début de leur conscience politique et de leur jeunesse dans une situation beaucoup plus démocratique. Et ils y mettent un humour, une intelligence, une prudence. Ils seront sans aucun doute réprimés. Mais je ne suis pas sûre que ça sera forcément aussi facile que ça pour eux. Lionel Zinsou. Je voudrais souligner quelque chose que vient de dire Béatrice. Le poids très particulier des armées dans un certain nombre de pays, cadenassant les peuples, empêchant toute forme d'alternance et d'expression libre. En fait, ce sont des armées, et c'est un peu difficile à penser pour nous dans la sociologie politique européenne, qui ont un rôle économique absolument considérable et des intérêts essentiels. Alors, on le savait de l'armée chinoise, on le sait de l'armée birmane. Regardez un pays frontalier de la Birmanie comme la Thaïlande, c'est très frappant. L'armée possède des banques, même la majorité des banques, elle possède une bonne partie du système productif et logistique, elle défend des intérêts considérables. Mais regardez l'Égypte, c'est tout à fait clair que dans la reprise en main par le maréchal al-Sisi, on revient à un système économico-militaire qui était déjà sous le président Moubarak. Regardez l'Algérie, l'armée contrôle l'ensemble des circuits de commerce extérieur. Elle a un pouvoir sur la rente pétrolière qui est considérable. Et donc ça, c'est une variante particulière des régimes autoritaires quand l'armée a pris un rôle économique absolument central et est devenue, par rapport à la libre entreprise, quelque chose de vraiment tout à fait spécifique. Et on voit ça parfaitement en Birmanie. Nicole Niesotto. Moi, je dirais, évidemment, ce qui se passe en Birmanie est une tragédie, mais quand même, la Birmanie, c'est le pays de toutes les déceptions. Déception d'abord à l'égard de Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 91, et complice, ou en tout cas par son silence, des intentions génocidaires des militaires contre les Rohingyas en 2017. Déception politique sur ce qu'on a appelé la transition démocratique depuis 2011, 10 ans de transition démocratique avec l'armée qui aboutit à un coup d'État. Donc, on retourne à la case départ avec la loi martiale. Tout cela n'a servi à rien. Déception, enfin, face à la communauté occidentale qui, bien évidemment, pour reprendre la phrase de Chesson, bien évidemment, ne va rien faire. Elle n'a rien fait contre le massacre des Rohingyas en 2017, elle ne va rien faire, sauf quelques sanctions, comme l'a dit le président Biden, contre la junte militaire. Mais donc, on est dans une situation internationale où, à l'égard d'ailleurs de toutes ces révolutions des peuples que l'on note de par le monde, on est dans une situation où l'impuissance ou la volonté d'impuissance de l'Occident est maximale, pour plusieurs raisons, dont l'une qui sont les leçons dramatiques des rares interventions qui ont été faites depuis la fin de la guerre
froide, le Kosovo, la Somalie, la Libye, ces interventions pour sauver des peuples contre leurs dictateurs, je ne parle même pas de l'Irak pour les Américains, se sont soldées par des échecs absolument catastrophiques. Deuxième point, la seule chose que je voudrais dire sur le point commun entre toutes ces révoltes contre les dictateurs que l'on remarque un peu de par le monde, c'est l'apparition quand même, c'est un point positif, je crois, d'une nouvelle forme d'opposition populaire démocratique qui est caractérisée par 4 choses, la jeunesse, le numérique, l'ironie, la créativité. Moi, ce qui me frappe, que ce soit en Algérie, en Birmanie, en Thaïlande, à Hong Kong, c'est l'extraordinaire ironie de ces jeunes manifestants, leur créativité sur les slogans, leur vélocité numérique qui passe de Facebook à Twitter au VPN, quelque chose qui n'existe pas, et c'est là aussi amusant à noter, ça existe dans tout le monde entier, sauf en Russie, enfin, sauf dans le monde russe. Quand on regarde l'Ukraine, la Biélorussie et même Navalny, ce sont des vieux modèles du XXe siècle, c'est-à-dire la CGT, des modèles de manifestations CGT, des manifestations de masse avec des réseaux, avec des chefs, etc., très sérieux, alors que dans le reste du monde, on a quelque chose de nouveau qui se met en place, une espèce d'international de révolutionnaires geeks et désespérés. Je vous rappelle la phrase de Yankelevitch, l'ironie désespère avec humour et badine amèrement sur sa propre détresse. Merci. Je vous propose maintenant de constater que l'heure a largement sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai en recommandant un livre paru l'automne dernier de l'historien Michel Vinocq chez Gallimard. Le livre s'intitule « Jours anciens ». Ce livre s'ouvre sur une époque quasi oubliée comme un village submergé par la construction d'un barrage. Je ne relate pas mes jeunes années dans l'illusion d'un paradis perdu. Je ne veux donner ici ni à admirer un autrefois qui n'est plus, ni à en réprouver les travers. J'invite simplement à la découverte d'un passé disparu, mais qui nous parle encore, dit Michel Vinocq, à lire ce livre où il est question de l'école primaire, de l'école secondaire et de l'arrivée à l'université, notamment, et beaucoup d'autres choses, du football, de la guerre d'Algérie, de la tuberculose. J'ai été très frappé par la présence à cette époque, dans les années 50, par la présence de la religion catholique à l'école. Michel Vinocq cite plusieurs exemples, le fait que le lycée autorisait une absence d'une semaine pour que ceux qui allaient faire leur communion solennelle puissent aller dans une retraite, le fait qu'on autorisait le jour de la communion les élèves à venir donner une image pieuse de leur communion à leurs professeurs, le fait aussi qu'on fêtait la Saint-Charlemagne dans tous les lycées par un déjeuner un peu moins mauvais que d'habitude. Béatrice Gibelin. Oui, moi, je vais vous proposer le deuxième volume sorti d'Araborama. La dernière fois, au premier volume, c'était « Le monde arabe existe-t-il ?» ce qui était quand même audacieux pour un ouvrage qui est publié à l'Institut du monde arabe. Et cette fois-ci, c'était « Il était une fois les révolutions arabes ». Et pour revenir justement, rebondir à ce que vient de dire Nicole, dans ce volume où il y a énormément d'écrivains, de journalistes, d'intellectuels, il y a aussi énormément de dessins humoristiques et d'expressions artistiques qui sont extrêmement intéressantes. Je trouve ces volumes tout à fait éclairants sur la vitalité qu'il y a dans le monde arabe, la diversité des situations, la pluralité des points de vue, la richesse des débats. Il contribue quand même fortement à corriger un peu un certain nombre de représentations qu'on peut avoir et qui prolonge, comme le disait Nicole, cette créativité, cette vitalité qu'on a dans ces mouvements. François Bujon de l'Étang. Moi, je vais, Philippe, revenir dans ma qualité d'ambassadeur de la planète jazz auprès du Nouvel Esprit Public pour évoquer la mémoire d'un merveilleux musicien qui nous a quittés cette semaine, qui est Chick Corea, qui vient de mourir à l'âge de 79 ans. Ancien compagnon de Miles Davis, avec qui il a marqué l'avènement de ce qu'on a appelé le jazz rock, finalement, à l'époque de Beaches Brew et du Cellar d'Or. Merveilleux pianiste qui aura marqué la scène du jazz contemporain autant que ses propres contemporains, Keith Jarrett, par exemple, ou Herbie Hancock, et un musicien qui aura marqué le jazz par sa capacité d'innovation, son recours au clavier électrique, le recours à la fusion avec le rock, et par son enthousiasme, sa gaieté et sa latinité, puisqu'il était d'ascendance italienne.
J'en profite pour recommander un disque très récent qu'il vient d'enregistrer et qui est un peu son testament musical, un double CD qui s'appelle Chick Corea Plays, tout simplement, sous le label Concorde, qui date de 2020 et qui réunit en solo des extraits de concerts qu'il a donnés à Paris, à Berlin et à Clearwater. C'est un merveilleux musicien. Il a beaucoup contribué à notre bonheur ces dernières décennies. Saluons-le. Lionel Zinsou. Moi, je recommanderais volontiers un livre de Jean de Kervasdoué, professeur au CNAM, très connu pour ses travaux sur la santé publique. Malgré le titre de ce livre chez Albin Michel a été titré « Les écolos nous mentent », ne paraît pas du tout le bon titre. Moi, j'aurais plutôt appelé ça « Dictionnaire des idées reçues sur l'environnement », mais pour qui veut avoir une vision contrastée, avec beaucoup de documentation, qui remet en perspective les grandes questions environnementales d'aujourd'hui, évidemment avec un esprit un petit peu ironique et polémique, mais qui donne énormément de documentation. Je crois que si on veut écouter la défense contre les accusations qui fleurissent sur tous les domaines de la pollution, de la dégradation de l'environnement, il faut lire Jean de Kervasdoué chez Albin Michel. Nicole Nesotto. Moi, je voudrais vous recommander l'ouvrage de Sylvie Berman, Goodbye Britannia, le Royaume-Uni au défi du Brexit, qui vient de paraître aux éditions Stock. Sylvie Berman a été notre ambassadeur à Londres de 2014 à 2017. Elle a donc vécu les 2 premières années du Brexit et elle raconte avec une franchise absolument non diplomatique les mensonges, les péripéties, les illusions de cette décision britannique qu'elle ne soutient pas, évidemment. Mais ce livre est aussi intéressant parce qu'au-delà du Brexit, c'est une réflexion beaucoup plus large sur l'ordre mondial après Trump et après la Covid, avec une Chine triomphante qui met l'Europe au défi de son unité, et bien évidemment, les Britanniques ne seront pas, mais c'est leur choix. Je n'en suis qu'à la moitié de ce livre, mais je soutiens absolument votre brève. Merci à toutes et à tous. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, à Nicolas Tourneau qui s'occupe de notre site, à Olivier Magloire qui s'occupe des plateformes de financement, à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui nous produit. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un Nouvel Esprit Public, mais auparavant, rendez-vous mercredi prochain pour un BADA, un supplément culturel, avec Nathanaël Karnitz sur l'avenir des salles de cinéma.